Une femme avec un bébé dans les bras pleurait dans la gare, jusqu'à ce qu'un entrepreneur la remarque et transforme sa vie. Amélie Dubois serrait son fils Lucas contre sa poitrine, tandis que les larmes coulaient sans arrêt sur son visage fatigué. Le bruit des bus et le va-et-vient des voyageurs dans la gare de Paris semblaient un écho lointain de la douleur qu'elle portait dans son cœur. Par cette froide matinée de janvier, elle avait été expulsée du petit appartement où elle vivait avec son bébé de 6 mois. Son ex-mari Thomas avait vendu le logement sans la prévenir, laissant la mère et l'enfant sans toit ni perspective. La jeune femme de 28 ans tenait dans sa main droite un sac en plastique avec les quelques vêtements qu'elle avait pu attraper avant que l'huissier ne frappe à la porte. « Mon amour, maman va trouver une solution », murmura-t-elle à Lucas, qui pleurnichait doucement dans ses bras. L'entrepreneur Nicolas Martin traversait la gare en hâte quand quelque chose attira son attention. À 42 ans, il avait l'habitude d'ignorer les problèmes des autres, mais cette fois, ses pas ralentirent jusqu'à s'arrêter complètement. La femme assise sur le banc en bois portait une petite broche en forme de papillon sur son manteau marron, identique à celle que sa défunte épouse Sophie arborait autrefois. Pendant quelques secondes, Nicolas resta immobile, observant la scène. Le souvenir de sa femme le submergea comme une vague, ravivant la douleur de son départ 3 ans plus tôt, le laissant seul au monde. Les sanglots étouffés de la femme le ramenèrent à la réalité. « Excusez-moi », dit-il en s'approchant prudemment. « Vous allez bien ?» Amélie leva les yeux rougis et gonflés, surprise par la présence de cet inconnu. L'homme grand vêtu d'un costume bleu marine bien coupé la regardait avec une expression mêlant inquiétude et quelque chose qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Je vais bien, merci », répondit-elle en essayant de cacher son visage. « Vous n'en avez pas l'air », insista Nicolas remarquant ses tremblements. « Puis-je vous aider d'une manière ou d'une autre ?» La méfiance envahit Amélie. Combien de fois avait-elle entendu des promesses vides? Combien de fois des gens avaient-ils prétendu vouloir l'aider avant de disparaître? Son ex-mari avait brisé toute sa confiance en autrui. « Je n'ai pas besoin d'aide », dit-elle, en détournant le regard. Lucas se mit à pleurer plus fort, des cris désespérés de faim qui serrèrent encore plus le cœur d'Amélie. Elle ouvrit son sac à la recherche du biberon, mais elle savait qu'il n'y avait plus de lait. L'argent qu'elle avait mis de côté pour les urgences avait été dépensé la semaine précédente en médicaments pour le bébé. « Votre bébé a faim ?» remarqua Nicolas en voyant la situation. « Y a-t-il une pharmacie à proximité où je pourrais acheter du lait ?»« J'ai dit que je n'avais pas besoin de votre aide », répondit Amélie avec plus de fermeté, mais sa voix tremblait. Nicolas resta là, ne sachant que faire. Quelque chose dans cette situation le touchait profondément, comme si le destin avait placé cette femme sur son chemin pour une raison précise. La broche papillon continuait de briller faiblement sous la lumière fluorescente de la gare. « Écoutez, je ne suis pas un inconnu quelconque, » dit-il en sortant un portefeuille de la poche intérieure de sa veste. « Je m'appelle Nicolas Martin. Je dirige une entreprise de matériaux de construction ici à Paris. Je veux simplement aider. » Amélie regarda la carte qu'il lui tendit sans la prendre. L'expérience lui avait appris à se méfier des hommes bien habillés qui proposaient leur aide, surtout après tout ce qu'elle avait vécu avec Thomas. « Et pourquoi feriez-vous cela ?» demanda-t-elle. « Qu'attendez-vous en retour ?» La question frappa Nicolas comme un coup au ventre. Il comprit alors que cette femme avait tant souffert qu'elle en était devenue méfiante. Ses yeux reflétaient une douleur bien plus profonde que la situation actuelle. « Rien », répondit-il sincèrement. « Je veux simplement que votre enfant cesse de pleurer de faim. » Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à démarrer. Maintenant, continuons. Une agent d'entretien s'approcha du banc où Amélie était assise. La femme d'âge moyen, portant l'uniforme de la gare routière, la regarda avec une expression de reconnaissance. « Mademoiselle, ce n'est pas vous qui dormez ici depuis 3 nuits ?» demanda-t-elle, sans méchanceté dans la voix. La gêne envahit Amélie comme une vague rouge. Elle voulait disparaître, s'évanouir de la surface de la terre. Nicolas perçut son embarras et s'éloigna de quelques pas, lui laissant de l'espace. « Je ne dormais pas », balbutia Amélie. « J'attendais juste le bus. »« Ma fille, je travaille ici depuis 15 ans, » dit l'agent avec gentillesse. « Je reconnais ceux qui n'ont nulle part où aller. Je ne vous juge pas, je m'inquiète simplement pour vous. »
Nicolas se rapprocha, voyant qu'Amélie était sur le point de se lever et de s'enfuir. Lucas continuait à pleurer et ses sanglots devenaient de plus en plus désespérés. « S'il vous plaît, dit-il en tendant un billet de 50 €. Laissez-moi au moins acheter du lait pour le bébé. » Amélie regarda l'argent, puis son fils, et sentit son cœur se briser. La fierté lui disait une chose, mais les besoins de Lucas criaient plus fort. D'une main tremblante, elle prit le billet. « Je vous le rendrai, » murmura-t-elle, presque inaudible. « Inutile de le rendre, » répondit Nicolas. « Laissez-moi simplement vous aider davantage. » En se dirigeant vers la pharmacie de la gare routière, Amélie raconta une partie de son histoire. Elle avait fui Lyon après que son ex-mari eut répandu des mensonges sur elle dans toute la ville. Thomas avait convaincu sa propre mère, Madame Moreau, qu'Amélie était une mère incompétente et ne méritait pas de garder Lucas. « Il a dit à tout le monde que je battais mon bébé », confia-t-elle, la voix étranglée. « Il a menti en prétendant que je me droguais. Ma belle-mère a de l'influence dans la ville, elle connaît tous les gens importants. En peu de temps, plus personne ne me croyait. » Nicolas écoutait en silence, une colère grandissante envers cet homme qui avait détruit la vie d'une femme et d'un innocent bébé. Mais quelque chose dans l'histoire d'Amélie ne collait pas tout à fait. « Et vous avez décidé de venir à Paris seul ?» demanda-t-il. « Je n'avais pas le choix, » répondit-elle. « Thomas a dit que si je ne quittais pas la ville, il irait en justice pour me retirer Lucas. Il a prétendu avoir des avocats coûteux et que je n'avais aucune chance de gagner. À la pharmacie, Nicolas acheta non seulement du lait, mais aussi des couches, de la pommade pour les fesses et quelques médicaments de base pour bébé. » Amélie observait tout avec un mélange de gratitude et de méfiance grandissante. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle à nouveau. « Les hommes comme vous ne s'arrêtent pas pour aider des femmes comme moi, sans rien attendre en retour. » Nicolas s'interrompit et la regarda droit dans les yeux. Un instant, il envisagea de lui parler de Sophie, de la douleur qu'il portait depuis 3 ans, de la façon dont ce broche-papillon l'avait bouleversé. Mais il décida qu'il était encore trop tôt. « Parce que c'est la bonne chose à faire, » dit-il simplement. De retour sur le banc de la gare routière, Amélie prépara le biberon pour Lucas. Le bébé cessa de pleurer dès qu'il commença à téter. Et pour la première fois depuis des jours, elle ressentit un soulagement momentané. Nicolas observait la scène avec un mélange d'émotions qu'il ne parvenait pas à définir. « Vous avez fait des études ?» demanda-t-il, essayant de poursuivre la conversation. « Gestion », répondit Amélie en essuyant la bouche de Lucas. « Je suis diplômée depuis 3 ans, mais je n'ai jamais pu travailler dans ce domaine. Après la naissance de Lucas, c'est devenu encore plus difficile. J'ai besoin de quelqu'un pour organiser les archives de mon entreprise, dit Nicolas, les mots lui échappant avant même d'y réfléchir. C'est un travail à mi-temps, et il y a une crèche près du bureau. » Amélie cessa de remuer le biberon et le regarda avec des yeux écarquillés. « Vous êtes sérieux ? Tout à fait sérieux. Mais vous ne me connaissez même pas, dit-elle, la méfiance revenant en force. Comment pouvez-vous offrir du travail à une inconnue ? C'était une question légitime, et Nicolas le savait. Comment expliquer que quelque chose dans cette situation le poussait à aider? Comment parler de la broche papillon et des souvenirs qu'elle évoquait? Parce que j'ai besoin de quelqu'un et vous avez besoin de travail, dit-il, en essayant de paraître pragmatique. C'est aussi simple que ça. Mais Amélie n'était pas convaincue. 3 ans de mariage avec Thomas lui avaient appris que quand quelque chose paraissait trop beau pour être vrai, c'était généralement le cas. Et les hommes riches qui proposèrent du travail à des femmes désespérées avaient toujours des arrière-pensées. « Quelle est votre véritable intention ?» demanda-t-elle directement. La question prit Nicolas au dépourvu. Lui-même ne savait pas répondre avec certitude. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas partir et laisser cette femme et ce bébé livrés à eux-mêmes. « J'ai perdu ma famille, il y a 3 ans, dit-il enfin, les mots venant lentement. Depuis, ma vie n'a plus beaucoup de sens. Peut-être que vous aider m'aidera aussi. » Ce fut la première fois qu'Amélie vit de la vulnérabilité chez cet homme bien habillé. Un instant, la méfiance fit place à la curiosité, mais la méfiance revint vite. Elle avait appris à ses dépens que les histoires tristes pouvaient être inventées pour manipuler. « Je suis désolée pour votre perte, » dit-elle diplomatiquement. « Mais je ne peux toujours pas accepter votre offre. » Lucas avait fini de téter et dormait paisiblement dans les bras de sa mère. La paix sur le visage du bébé contrastait avec la tension qu'Amélie portait sur ses épaules.
Nicolas comprit qu'il perdait son temps à essayer de la convaincre avec des mots. « Très bien, dit-il en se levant. Mais puis-je au moins vous emmener dans un hôtel? Dormir à la gare routière n'est pas sûr. »« Je n'ai pas d'argent pour un hôtel, » admit Amélie, baissant la tête. « Je paye, » dit Nicolas. « Sans engagement, sans obligation. Juste une nuit pour vous reposer. » Amélie regarda Lucas dormir et sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à dormir à la gare avec un bébé, mais accepter l'aide d'un inconnu semblait aussi dangereux. « Une seule nuit, dit-elle finalement. Et demain, je pars. »« Pour où ?» demanda Nicolas. « Je ne sais pas encore, » admit-elle. « Mais je me débrouillerai. » L'hôtel que Nicolas avait choisi était simple, mais propre et sûr. Il paya 2 nuits et remit la clé à Amélie sans entrer dans la chambre. Avant de partir, il laissa sa carte de visite à la réception. « Si vous changez d'avis concernant le travail, appelez-moi, » dit-il. Seule dans la chambre d'hôtel, Amélie déposa Lucas dans le lit improvisé que l'hôtel avait fourni et se permit enfin de pleurer. Non pas les larmes contenues de la gare routière, mais des sanglots profonds de celle qui avait tout perdu et ne savait comment avancer. Elle pensa à Thomas, à comment tout avait commencé si différemment. Ils s'étaient rencontrés à l'université et pendant 2 ans, il avait été le petit ami parfait, attentionné, affectueux, toujours disant les mots qu'il fallait au bon moment. Le mariage avait été le rêve de toute jeune fille, avec une belle fête et des promesses d'amour éternel. Mais peu après le mariage, Thomas avait commencé à changer. D'abord, ce furent des commentaires sur ses amis, puis sur sa famille. Lentement, il l'avait isolée de tous ceux qui auraient pu la soutenir. Quand Lucas était né, la situation avait empiré. Thomas avait commencé à critiquer chacune de ses décisions en tant que mère. La goutte d'eau fut quand il avait commencé à répandre des mensonges. D'abord à sa propre mère, Madame Moreau, qui avait toujours été froide avec Amélie, puis aux amis, aux voisins, à quiconque voulait l'entendre. En peu de temps, tout Lyon croyait qu'elle était une mère négligente. Amélie essaya de se battre, essaya de prouver son innocence, mais les preuves fabriquées par Thomas étaient convaincantes. Des photos hors contexte, des enregistrements modifiés, des témoignages de personnes qui l'avaient manipulé. Finalement, elle comprit que la seule façon de protéger Lucas était de fuir. Le lendemain matin, Amélie descendit prendre son petit déjeuner à l'hôtel avec Lucas dans les bras. À sa grande surprise, Nicolas était assis dans le hall, lisant un journal. « Bonjour, dit-il en se levant. Vous avez bien dormi? Vous êtes resté ici toute la nuit ?» demanda-t-elle, méfiante. « Non, » rit Nicolas. « Je suis rentré chez moi, mais je voulais m'assurer que vous alliez bien avant d'aller travailler. » Amélie ne savait pas si elle devait être touchée par cette attention ou encore plus méfiante. Pendant le petit déjeuner, Nicolas tenta de la convaincre à nouveau concernant le travail, mais elle resta ferme dans son refus. « Je dois quitter Paris, dit-elle. Le plus loin de Lyon, le mieux. Où irez-vous? Peut-être Nice ou Bordeaux, un endroit où je pourrais recommencer. »« Avec quel argent ?» demanda Nicolas, pragmatique. La question la laissa sans voix. Elle n'avait en effet aucun plan, seulement la détresse de fuir tout ce qui lui faisait mal. Nicolas réalisa qu'il avait été trop direct. « Désolé, dit-il, je ne voulais pas paraître rude. »« Ce n'était pas rude, » répondit Amélie. « C'était honnête. Et la vérité, c'est que je n'ai pas de plan. » Lucas se mit à pleurnicher dans les bras de sa mère et elle se mit naturellement à le bercer pour l'apaiser. Nicolas observa la facilité avec laquelle elle s'occupait du bébé et ressentit de la colère envers ceux qui avaient répandu des mensonges sur ses capacités de mère. « Puis-je vous faire une proposition ?» dit-il finalement. « Quelle sorte de proposition ? » « Travaillez pour moi pendant 1 mois. Si cela ne vous plaît pas, je vous paye le billet pour n'importe quelle ville de France où vous souhaitez aller. Plus 1 000 € pour vous installer. » Amélie le regarda comme si elle avait vu un fantôme. « Pourquoi feriez-vous cela ? » « Parce que je crois que tout le monde mérite une seconde chance. Et si je prends l'argent et que je fuis dès le premier jour ? C'est un risque que je suis prête à prendre. » Pour la première fois depuis son départ de Lyon, Amélie sentit une étincelle d'espoir. Mais avec l'espoir vint aussi la peur. Et si c'était un piège ? Et si Nicolas ressemblait à Thomas ? « Je dois y réfléchir, dit-elle. »« Très bien, » répondit Nicolas. « Je vous laisse une nuit de plus à l'hôtel. Demain, si vous voulez en parler, appelez-moi. » Cette 2e nuit à l'hôtel fut encore plus difficile que la première. Amélie passa son temps partagé entre l'espoir d'une vie meilleure
et la peur de commettre une terrible erreur. Lucas s'était endormi tôt, et elle en profita pour réfléchir plus clairement. Elle prit la carte de Nicolas et l'observa longuement. Le nom de l'entreprise, Martin Construction, était imprimé en lettres dorées. Au verso, il avait écrit à la main « Tout le monde mérite de recommencer ». Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Le lendemain matin, Amélie appela le numéro sur la carte avant même de quitter sa chambre. Nicolas répondit aux deuxième sonnerie. « J'accepte votre proposition », dit-elle sans détour. « Vous êtes sûr ?»« Non, admit-elle. Mais c'est la seule chance que j'ai. » Nicolas sourit à l'autre bout du fil. Il y avait quelque chose dans le courage désespéré de cette femme qui l'impressionnait profondément. « Alors commençons dès aujourd'hui, dit-il. Je peux venir vous chercher dans 1 heure ?» L'entreprise de Nicolas se trouvait dans un quartier d'affaires de Paris, un immeuble moderne de 10 étages. Amélie serra Lucas plus fort en descendant de la voiture, impressionnée par l'ampleur des lieux. « Tout cela est à vous ?» demanda-t-elle. « À moi et à la banque, » rit Nicolas. « Je rembourse encore des crédits. Le bureau où elle travaillerait était au 5e étage, une pièce spacieuse avec vue sur la ville. Il y avait des dossiers empilés partout, des papiers éparpillés sur la table et une sensation générale de désorganisation. « Voici votre désordre », dit Nicolas un peu mal à l'aise. « Depuis que mon assistante est partie l'année dernière, je n'ai jamais réussi à m'organiser correctement. »« Pourquoi est-elle partie ?» demanda Amélie, toujours attentive aux signes de danger. « Elle s'est mariée et a déménagé à Strasbourg, » répondit-il. « Son mari a été muté. » Amélie parcourut la pièce du regard, observant le type de documents qui traînaient. Des contrats, des factures, de la correspondance avec les fournisseurs. C'était exactement le type de travail pour lequel elle avait étudié. « Je peux commencer aujourd'hui ?» demanda-t-elle. « Vous ne voulez pas vous reposer un jour de plus ?»« Je préfère travailler, dit-elle. Ça m'aide à ne pas penser à autre chose. » Nicolas lui montra où se trouvaient les fournitures de bureau, expliqua le système de base de l'entreprise et lui fit comprendre qu'elle pouvait poser des questions en cas de doute. Avant de partir, il hésita à la porte. « Amélie, je peux vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. »« Cette broche que vous portez a-t-elle une signification particulière ?» Amélie porta automatiquement la main à la broche papillon sur son manteau marron. « Elle appartenait à ma mère, dit-elle. Elle est décédée quand j'avais 16 ans. C'est l'une des rares choses qui me restent d'elle. » Nicolas sentit une douleur dans sa poitrine. La coïncidence était impossible à ignorer, mais il ne dit rien. Il se contenta de hocher la tête et quitta la pièce, laissant Amélie seule avec Lucas et une montagne de travail. Les premiers jours, Amélie travailla avec une dévotion qui impressionna même Nicolas. Elle classait les documents, créait des tableaux, répondait au téléphone et s'occupait de Lucas en même temps, le tout avec une efficacité qu'il n'avait pas vue depuis des années dans l'entreprise. Mais tout ne se passait pas bien. Certains employés la regardaient avec méfiance, chuchotant des commentaires sur la nouvelle employée qui était apparue de nulle part. Amélie faisait semblant de ne pas entendre, mais chaque remarque était comme un coup de couteau. « Elle est arrivée de la rue », entendit-elle une des réceptionnistes commenter. « Je parie qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. »« Nicolas a toujours été très charitable », répondit une autre. « Mais cette fois, je crois qu'il a exagéré. » La situation empira quand l'une des responsables, Emmanuelle Laurent, commença à répandre des rumeurs sur la véritable raison de la présence d'Amélie. « Tout le monde sait que des hommes comme Nicolas n'engagent pas de jolies femmes par charité, » dit Emmanuel pendant le déjeuner, assez fort pour qu'Amélie l'entende. Amélie sentit son visage brûler de honte. C'était exactement ce qu'elle avait craint. Les gens ne croyaient pas qu'elle était là par mérite, mais à cause d'un intérêt caché de Nicolas. Cet après-midi-là, elle frappa à la porte du bureau de Nicolas, décidée à démissionner. Mais quand il la regarda, il vit quelque chose dans ses yeux qui la fit hésiter. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. « Les gens parlent, » dit-elle franchement. « Qu'est-ce qu'ils disent ? Que je suis ici pour d'autres raisons que le travail. » Nicolas soupira profondément. Il savait que ce jour arriverait, mais il espérait que ce serait plus tard. « Et ça vous dérange ? » « Bien sûr que ça me dérange, » répondit Amélie. « J'ai passé 3 ans à entendre des mensonges sur moi. Je ne veux pas revivre ça. »« Alors réglons ça tout de suite, » dit Nicolas en se levant.
Il marcha jusqu'à la porte et l'ouvrit grand pour que sa voix porte dans tout l'étage. « À tous, écoutez-moi, dit-il fort. Je sais que certains d'entre vous spéculent sur la raison de la présence d'Amélie ici. Je veux que ce soit clair. Elle a été embauchée parce qu'elle est compétente et parce que nous avions besoin de quelqu'un pour organiser nos dossiers. Quiconque a un problème avec ça peut venir m'en parler directement. » Le silence qui suivit fut gênant. Amélie se sentait mortifiée, mais aussi touchée par la façon dont Nicolas avait défendu sa réputation. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça, » dit-elle, quand il referma la porte. « J'en avais besoin, » répondit-il. « Et si cela se reproduit, je veux que tu me le dises immédiatement. » Ce soir-là, Amélie rangeait ses affaires dans le petit appartement que Nicolas lui avait loué lorsque le téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle. « Amélie, c'est bien toi. » La voix à l'autre bout du fil était celle de Thomas. Le sang d'Amélie se glaça. Comment avait-il obtenu son numéro? Comment avait-il découvert où elle se trouvait? « Comment as-tu eu mon numéro ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix ferme. « Ça n'a pas d'importance, » dit Thomas. « Ce qui compte, c'est que je sais où tu es. Et je sais que tu travailles pour un homme d'affaires riche. Qu'est-ce que tu veux, Thomas? Je veux que tu reviennes à la maison avec Lucas. Je peux oublier tout ce qui s'est passé. On peut recommencer. » Amélie faillit rire de l'ironie. Après tout ce qu'il avait fait, après tous les mensonges et les humiliations, il voulait maintenant qu'elle revienne. « Jamais, dit-elle. Je ne reviendrai jamais vers toi. Tu crois que cet homme d'affaires va s'occuper de toi pour toujours ?» demanda Thomas avec une pointe de malice. « Les hommes comme lui ne s'intéressent pas à des femmes comme toi sur le long terme. »« Tu ne sais rien de lui, » répliqua Amélie. « Je sais qu'il s'appelle Nicolas Martin et qu'il a perdu sa femme il y a 3 ans, dit Thomas, montrant qu'il avait mené son enquête. « Je sais que vous habitez dans le même immeuble. Quel message ça envoie, Amélie ?»« Nous sommes dans des appartements différents, » répondit-elle, mais le doute était déjà semé. « Pour l'instant, » ricana Thomas. « Mais combien de temps ça va durer? Combien de temps avant qu'il ne réclame son dû ?» Amélie raccrocha les mains tremblantes. Les paroles de Thomas résonnaient dans son esprit, se mêlant à ses propres insécurités qu'elle essayait d'ignorer. Et s'il avait raison? Et si Nicolas attendait vraiment quelque chose en retour de toute cette aide? Le lendemain, elle arriva au travail plus tendue que d'habitude. Chaque geste de gentillesse de Nicolas était analysé sous un nouvel angle. Quand il lui demanda si elle allait bien, elle répondit sèchement. Quand il proposa de l'aide pour Lucas, elle refusa. Nicolas remarqua le changement de comportement mais décida de lui laisser de l'espace. Il savait que la confiance se construisait lentement et toute pression pourrait ruiner le peu de progrès accompli. Mais la situation se compliqua quand Amélie découvrit que Nicolas lui avait menti sur une chose. En rangeant de vieux documents, elle trouva un dossier contenant des coupures de journaux sur un accident de voiture survenu 3 ans plus tôt. L'article parlait de Sophie Martin, épouse de l'homme d'affaires Nicolas Martin, tragiquement disparu dans cet accident. Mais ce qui retint l'attention d'Amélie, ce fut la photo de la femme, qui portait exactement le même broche papillon qu'elle avait. Ce n'était pas une simple coïncidence. Nicolas avait menti en disant qu'il l'aidait par altruisme. En réalité, elle lui rappelait sa femme disparue, et toute sa gentillesse n'était qu'une façon de gérer sa propre douleur. Amélie se sentit utilisée, manipulée, comme si elle n'était qu'une remplaçante pour combler le vide laissé par Sophie. Toutes les insécurités semées par Thomas refirent surface avec force. Quand Nicolas arriva au bureau cet après-midi-là, il trouva Amélie en train de rassembler ses affaires. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. « Je m'en vais, » répondit-elle sans le regarder. « Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Amélie jeta les coupures de journaux sur la table. « Tu m'as engagé parce que je porte le même broche que ta femme, » dit-elle, la voix chargée de colère. « Je ne suis qu'une remplaçante pour elle. » Nicolas regarda les coupures et sentit le monde s'écrouler. Il savait que ce moment viendrait, mais il n'était pas préparé à la douleur dans le regard d'Amélie. « Ce n'est pas comme ça, dit-il. »« Alors comment c'est ?» rétorqua-t-elle. « Tu as vu le broche, tu as pensé à ta femme et tu as décidé de jouer à la poupée avec la première femme désespérée venue ?»« Amélie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, » dit-elle en prenant Lucas dans ses bras. « J'aurais dû écouter mon instinct dès le début. »« Tu as raison, » dit Nicolas, la surprenant. « Le broche a d'abord attiré mon attention.
Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai aidé. Alors pourquoi? Nicolas prit une profonde inspiration avant de répondre. Il était temps de dire toute la vérité. Parce que quand je t'ai vu dans cette gare routière, j'ai vu quelqu'un qui avait tout perdu, comme moi. Quelqu'un qui avait besoin d'une seconde chance, tout comme moi chaque jour depuis que Sophie est partie. Ça ne change pas le fait que tu as menti, dit Amélie. Je n'ai pas menti. Je n'ai juste pas tout dit, répondit-il. Et je sais que ça ne me donne pas le droit de demander pardon. Amélie finit de ranger ses affaires et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois vers lui. « Tu sais ce qu'il y a de pire dans tout ça ?» dit-elle. « C'est que je commençais à te faire confiance. » Après le départ d'Amélie, Nicolas resta seul dans le salon pendant des heures, regardant les coupures de journaux éparpillées sur la table. Il prit une photo de Sophie et la contempla longuement. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» murmura-t-il à la photo comme si elle pouvait répondre. Cette nuit-là, Amélie fit ses valises dans le petit appartement. Elle avait décidé de quitter Paris le lendemain matin, sans destination précise. N'importe où serait mieux que rester là, constamment rappelé de sa naïveté. Lucas pleurait dans ses bras, comme s'il ressentait la tension de sa mère. Amélie essayait de le calmer, mais ses propres larmes ne s'arrêtaient pas. « Maman a encore fait une bêtise », chuchota-t-elle au bébé. « Mais on va s'en sortir, mon amour. On s'en sort toujours. » Le matin, elle descendit ses bagages à la réception pour rendre les clés de l'appartement. Le concierge, M. Bernard, la regardait avec tristesse. « Vous partez vraiment, mademoiselle ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Amélie. « C'est dommage, » dit M. Bernard. « Maître Nicolas était là tout à l'heure. Il vous cherchait. »« Il est venu ici ? Il a passé toute la nuit assis sur le banc de la place en face, » raconta le concierge. « Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais je ne l'ai jamais vu si abattu. » Amélie regarda par la fenêtre et vit Nicolas toujours assis sur le banc, la tête basse et les épaules voûtées. Un instant, elle eut envie de sortir pour lui parler, mais son orgueil blessé parla plus fort. « S'il vient me demander, dites-lui que je suis déjà partie, » dit-elle à M. Bernard. « Mademoiselle, puis-je vous donner un conseil de quelqu'un qui a beaucoup vécu ?» demanda le concierge. « Allez-y, parfois on perd de bonnes choses par orgueil. Et quand on s'en rend compte, il est déjà trop tard. » Amélie le remercia, mais sortit par l'arrière pour éviter Nicolas. Elle avait pris sa décision et ne reviendrait pas dessus. À la gare routière, elle acheta un billet pour Marseille. Une destination choisie au hasard, simplement parce que le prochain bus disponible y allait. En attendant l'embarquement, son téléphone sonna. Un numéro inconnu, mais elle savait que c'était Nicolas. « Amélie, s'il te plaît, ne raccroche pas, » dit-il dès qu'elle répondit. « Que veux-tu » ? « Juste m'expliquer correctement. Ce qui s'est passé hier n'était pas juste envers toi. »« Ça ne changerait rien, » dit-elle. « Ça changerait pour moi, » insista-t-il. « Laisse-moi te raconter ma version. » Amélie regarda l'heure. Il restait encore 20 minutes avant l'embarquement. « Tu as 15 minutes, » dit-elle. « Sophie n'était pas seulement ma femme, » commença Nicolas. « Elle était ma meilleure amie, ma partenaire, ma confidente. Quand elle est partie, j'ai perdu non seulement la femme que j'aimais, mais aussi celle qui donnait un sens à ma vie. » Amélie écoutait en silence, serrant Lucas contre elle. « Pendant 3 ans, j'ai essayé de vivre en faisant semblant d'aller bien, » continua-t-il. « Je travaillais 16 heures par jour pour ne pas avoir le temps de penser. J'évitais les endroits que nous fréquentions ensemble. J'ai rangé toutes ces affaires dans des cartons pour ne pas avoir à me souvenir. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» demanda Amélie. « Quand je t'ai vu dans cette gare routière, c'était la première fois en 3 ans que j'ai eu envie d'aider quelqu'un, » dit Nicolas. « Oui, le broche a d'abord attiré mon attention, mais ce qui m'a fait m'arrêter, c'est de voir quelqu'un qui avait vraiment besoin d'aide. Tu m'as vu comme un projet de charité. Au début, peut-être, admit-il. Mais ensuite, j'ai réalisé que tu m'aidais autant que je t'aidais. » Sa voix trembla en poursuivant. « Pour la première fois en 3 ans, je me réveillais enthousiaste à l'idée d'aller travailler. Pour la première fois, je souriais vraiment. Tu m'as redonné goût à la vie, Amélie. Cela ne change pas le fait que tu m'as menti. Tu as raison, » dit Nicolas. « J'aurais dû te parler de Sophie dès le début. J'aurais dû être honnête sur ce qui m'a motivé à t'aider. » L'annonce du départ du bus pour Marseille résonna dans la gare routière. Amélie regarda la file qui commençait à avancer. « Je dois y aller, dit-elle. »« Amélie, attends, supplia Nicolas.
Juste une dernière chose. Quoi? Si tu décides de partir, je le respecterai. Mais je veux que tu saches que ces derniers jours ont été les meilleurs depuis que Sophie est partie. Et cela n'a rien à voir avec un broche papillon ou des souvenirs du passé. Cela a à voir avec la personne que tu es. Amélie ferma les yeux, essayant de ne pas se laisser emporter par ces mots. « Bonne chance, Nicolas », dit-elle, et elle raccrocha. Elle se dirigea vers le bus, mais à chaque pas, les mots de Nicolas résonnaient dans son esprit. Et s'il était sincère? Et si elle commettait une erreur? Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Amélie monta dans le bus et trouva sa place près de la fenêtre. Lucas dormait paisiblement dans ses bras, inconscient du drame qui se jouait dans le cœur de sa mère. Elle regarda par la fenêtre et vit Paris s'éloigner lentement. Pendant les premières heures du voyage, elle essaya de se convaincre qu'elle avait pris la bonne décision. Nicolas n'était qu'un homme de plus essayant de profiter de sa vulnérabilité. Mais au fil des heures, ces mots continuaient de revenir. « Tu m'as redonné goût à la vie ». Était-il possible que, sans s'en rendre compte, elle était aussi devenue importante pour quelqu'un? Après des mois à se sentir insignifiante, rejetée et humiliée, était-il possible que quelqu'un tienne vraiment à elle? Le bus fit une pause pour une collation dans une petite ville de province. Amélie descendit pour se dégourdir les jambes et acheter quelque chose à manger. Alors qu'elle était à la cafétéria, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un numéro qu'elle connaissait trop bien. Thomas. « Salut, mon amour », dit-il, utilisant ce ton mielleux qu'il employait quand il voulait quelque chose. « Ne m'appelle pas comme ça », répondit Amélie. « J'ai appris que tu t'étais disputé avec ton patron millionnaire, dit-il malicieux. Tu en as assez de moi, c'est ça? Comment sais-tu ça? J'ai mes contacts, rit Thomas. L'important, c'est que tu es libre maintenant de rentrer à la maison. Je n'ai plus de maison à Lyon, dit Amélie. Bien sûr que si, dit Thomas. Notre maison, et si on redevenait une vraie famille? Amélie faillit raccrocher aussitôt, mais quelque chose dans la voix de Thomas la fit hésiter. Il semblait différent, plus humble. Je sais que j'ai fait des erreurs, continua-t-il. Je sais que je t'ai blessé, mais je peux changer, Amélie. Je peux être le mari que tu as toujours voulu. Tu as répandu des mensonges sur moi dans toute la ville, dit-elle. C'était un moment de colère, répondit Thomas. Tu m'as quitté, emmené notre fils. Je ne savais pas comment réagir. Alors tu as décidé de détruire ma réputation? C'était mal, je l'admets, dit-il. Mais je peux tout réparer. Je peux dire à tout le monde que j'ai menti, que j'étais en colère et que j'ai dit des bêtises. Pour la première fois depuis qu'elle avait fui Lyon, Amélie envisagea la possibilité de revenir. Non pas par amour pour Thomas, ce sentiment avait disparu depuis longtemps, mais parce que sa proposition représentait une stabilité pour Lucas. « Tu es sérieux ?» demanda-t-elle. « Tout à fait sérieux », répondit Thomas. « Reviens à la maison, Amélie, reviens vers moi. »« Je dois réfléchir, dit-elle. »« Ne réfléchis pas trop, dit Thomas. Parfois, il faut accepter les choses comme elles sont, pas comme on voudrait qu'elles soient. » Après avoir raccroché, Amélie resta immobile dans le café pendant plusieurs minutes, digérant la conversation. Dehors, le chauffeur du bus klaxonnait, rappelant les passagers. Elle regarda Lucas, qui s'était réveillé, et l'observait avec ses grands yeux innocents. Quel avenir pouvait-elle lui offrir? Fuir de ville en ville, toujours dans l'insécurité, toujours craignant ce qui viendrait ensuite? Ou revenir vers un père qui offrait au moins une stabilité financière? Dans le bus, Amélie passa le reste du voyage partagé entre trois options. Continuer vers Marseille et tenter de repartir de zéro une fois de plus, retourner à Lyon et accepter la réconciliation avec Thomas, ou revenir à Paris et essayer de parler à Nicolas. Chaque option semblait impossible pour des raisons différentes. Lorsqu'elle arriva à Marseille à l'aube, Amélie descendit du bus sans savoir exactement quoi faire. La ville était froide et inconnue, et elle n'avait ni contact ni perspective là-bas. Elle s'assit sur un banc de la gare routière, exactement comme à Paris quelques jours plus tôt. La différence était que cette fois, personne n'était là pour l'aider. Lucas se mit à pleurer de faim, et elle fouilla dans son sac pour trouver des restes de nourriture. Elle ne trouva que quelques vieux biscuits. Elle n'avait pas assez d'argent pour acheter du lait, encore moins pour payer un hôtel. « Qu'est-ce que maman a fait de notre vie ?» murmura-t-elle à Lucas, sentant les larmes revenir.
Une femme de ménage s'approcha portant un uniforme similaire à celui de la femme qu'elle avait rencontrée à Paris. « Madame, la gare va fermer pour le nettoyage, dit-elle gentiment. Vous devrez attendre dehors jusqu'à 5 heures du matin. » Amélie regarda l'heure. Il était 2 heures du matin. 3 heures à attendre dans le froid avec un bébé. « Y a-t-il un endroit près d'ici où je peux rester avec lui ?» demanda-t-elle. « Il y a un hôpital public à 5 rues d'ici, » répondit la femme de ménage. « Ils ne peuvent pas refuser de vous recevoir si vous dites que l'enfant est malade. » La suggestion semblait désespérée, mais Amélie n'avait pas d'autre choix. Elle prit ses bagages et quitta la gare portant Lucas dans ses bras. Le froid de Marseille était mordant, très différent du climat de Paris. Lucas tremblait contre elle et Amélie tentait de le protéger avec son propre manteau. À chaque pas, elle remettait en question les décisions qu'elle avait prises. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital, la réceptionniste la regarda avec méfiance. « Quel est le problème de l'enfant » demanda-t-elle. « Il a de la fièvre » mentit Amélie. « Laissez-moi voir » dit la réceptionniste en touchant le front de Lucas. « Il n'a pas de fièvre. »« Il en avait tout à l'heure » insista Amélie. « Madame, ici c'est un hôpital, pas un refuge » dit fermement la réceptionniste. « Si l'enfant n'est pas malade, je ne peux pas vous laisser rester. » Amélie quitta l'hôpital humiliée et désespérée. Elle marcha dans les rues désertes de Marseille, cherchant un endroit où se protéger du froid avec Lucas. Elle trouva une marquise de banque et s'y assit, essayant de créer une barrière avec ses bagages pour protéger le bébé du vent. Lucas pleurait doucement, et elle savait que c'était à cause de la faim. Ce fut à ce moment-là, assise sur le trottoir froid d'une ville inconnue, qu'Amélie prit une décision. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Nicolas. Il répondit dès la première sonnerie, comme s'il l'attendait. « Amélie » dit-il, soulagé. « Nicolas, je... » commença-t-elle, mais elle ne put continuer. « Où es-tu » demanda-t-il, entendant les pleurs de Lucas en arrière-plan. « À Marseille » répondit-elle en larmes. « Que s'est-il passé ?»« J'ai fait une erreur » avoua-t-elle. « Une terrible erreur. »« Reste où tu es » dit Nicolas aussitôt. « Je viens te chercher. Tu ne sais même pas où je suis. Envoie-moi ta position, dit-il. Et Amélie ? Quoi ? Tout ira bien. » Amélie envoya sa localisation et attendit sous l'auvent de la banque. Elle ignorait comment Nicolas pourrait arriver à Marseille si vite, mais à cet instant, elle voulait simplement croire que quelqu'un tenait assez à elle pour l'aider. 1h30 plus tard, une voiture s'arrêta devant l'auvent. Nicolas en descendit et courut vers elle, le visage empreint de soulagement et d'inquiétude. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, retirant son manteau pour couvrir Lucas. « Maintenant, oui » répondit-elle, et c'était vrai. Sur le chemin du retour vers Paris, Amélie raconta l'appel de Thomas, sa proposition de réconciliation et comment elle avait été tentée d'accepter pour la stabilité que cela offrirait à Lucas. « Et pourquoi n'as-tu pas accepté ?» interrogea Nicolas. « Parce que j'ai compris qu'une stabilité sans bonheur n'est pas une vie, » répondit-elle. « Et parce que j'ai réalisé que je t'avais peut-être jugé trop vite. Tu avais le droit de te sentir trahi, » dit Nicolas. « J'aurais dû être honnête dès le début. Et j'aurais dû te laisser t'expliquer, » admit Amélie. Ils roulèrent en silence pendant quelques kilomètres, chacun perdu dans ses pensées. Lucas dormait paisiblement dans son siège auto que Nicolas avait acheté pendant le trajet. « Nicolas » dit enfin Amélie. « Oui ?»« Parle-moi de Sophie. » Nicolas prit une profonde inspiration avant de commencer. « Nous nous sommes rencontrés à l'école d'ingénieurs. Elle était la seule femme de la promo, et tous les garçons voulaient l'inviter. Mais elle a choisi le timide assis au fond de la salle. » Amélie sourit pour la première fois depuis des jours. « Vous étiez heureux ?»« Très », répondit Nicolas. « Elle m'apprenait à être plus courageux. Je lui apprenais à être plus prudente. Nous étions parfaitement complémentaires. » « Et l'accident ?» La voix de Nicolas se brisa. « C'était ma faute, dit-il. Nous rentrions d'une fête, il était tard, il pleuvait. Elle voulait conduire, mais j'ai insisté car j'avais moins bu. Si je l'avais laissée au volant, ce n'était pas ta faute, affirma Amélie. « Si, insista Nicolas. Et depuis, je vis avec cette culpabilité chaque jour. C'est pour ça que tu m'as aidé ?» demanda-t-elle. « Pour essayer de racheter ce qui lui est arrivé ?» Nicolas réfléchit longuement avant de répondre. « Au début, peut-être, admit-il.
Mais ensuite, j'ai réalisé que t'aider m'aidait aussi. Cela me montrait que je pouvais encore changer la vie de quelqu'un. Et maintenant? Questionna Amélie. Que se passera-t-il quand nous serons de retour à Paris? Cela dépend de toi, répondit Nicolas. Si tu veux, ton travail t'attend toujours. Sinon, je paierai ton billet pour où tu voudras, comme promis. Et si je veux rester? Alors tu restes, dit-il simplement. À leur arrivée à Paris, l'aube pointait. Nicolas raccompagna Amélie et Lucas à l'appartement, et cette fois, elle n'hésita pas à accepter. « Je dois te dire quelque chose », dit-elle avant son départ. « Quoi donc ?»« Thomas m'a rappelé pendant que tu venais me chercher. Et que voulait-il? Il a dit que si je ne revenais pas à Lyon dans la semaine, il viendrait me chercher ici, » confia Amélie, « et qu'il avait des contacts à Paris qui pourraient me causer des ennuis. » Une colère froide envahit Nicolas. « Quel genre d'ennui? Je ne sais pas, » admit Amélie. « Mais je connais Thomas depuis longtemps. Quand il menace, il agit généralement. »« Alors nous serons prêts, » déclara Nicolas. La semaine suivante, Amélie reprit le travail, mais cette fois avec une perspective différente. Les commentaires méchants des collègues continuaient, mais elle n'y prêtait plus attention. Elle avait trouvé quelque chose de plus précieux que l'approbation des autres. Elle avait trouvé quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle. Nicolas était aussi différent, plus léger, plus souriant. Les employés avaient remarqué ce changement et commençaient à spéculer sur une relation qui dépassait le professionnel. « Ils sont amoureux », dit Emmanuel Laurent à une collègue. « C'est évident. »« Mais elle a un bébé », répondit l'autre. « Un homme riche ne s'attache pas à une femme qui a un enfant d'un autre. »« Nous verrons bien », dit Emmanuel avec malice. Le jeudi de cette semaine, Thomas se présenta au bureau de Nicolas. Il n'avait pas pris rendez-vous. Il était simplement monté à l'étage de la direction et avait demandé à voir le patron de l'entreprise. Nicolas était en réunion lorsque la secrétaire frappa à la porte. « Il y a un homme ici qui dit être le mari d'Amélie », chuchota-t-elle. Nicolas s'excusa auprès des clients et sortit de la salle. Thomas se tenait au milieu du bureau, regardant autour de lui avec mépris. « Vous devez être Nicolas », dit Thomas, tendant la main. « Et vous devez être Thomas », répondit Nicolas, ignorant la main tendue. « Je viens chercher ma femme et mon fils », déclara Thomas directement. « Ex-femme », corrigea Nicolas, « et elle n'a aucune envie de revenir. C'est une conversation que je dois avoir avec elle, pas avec vous, » dit Thomas, essayant de rester poli. « Elle ne veut pas vous parler. »« Écoutez, » dit Thomas, changeant de ton. « Je sais que vous êtes un homme d'affaires, alors je vais parler votre langage. Combien voulez-vous pour vous éloigner d'Amélie ?» Nicolas regarda Thomas comme s'il venait de voir quelque chose de répugnant. « Vous essayez de me soudoyer? Je propose une compensation pour les désagréments, » dit Thomas. « 50 000 € pour que vous cessiez de vous mêler de ma famille. »« Votre famille ?» ricana Nicolas. « Vous avez abandonné votre famille au moment où vous avez commencé à répandre des mensonges sur votre propre femme. »« Ce n'est pas votre problème, » rétorqua Thomas, commençant à perdre patience. « À partir du moment où elle est venue travailler pour moi, c'est devenu mon problème. » Thomas jeta un regard autour du bureau, remarquant que plusieurs employés écoutaient à la conversation. « Pouvons-nous parler en privé ?» demanda-t-il. Nicolas l'emmena dans son bureau et ferma la porte. « Écoutez, Nicolas, » dit Thomas, adoptant un ton plus menaçant. « Vous ne me connaissez pas, vous ignorez de quoi je suis capable. »« Et vous ignorez de quoi je suis capable ?» répondit Nicolas calmement. « Amélie est ma femme, » insista Thomas. « Ex-femme, » corrigea Nicolas à nouveau. « Et mère d'un enfant que vous utilisez comme monnaie d'échange. Lucas est mon fils. »« Alors agissez comme son père, » dit Nicolas. « Laissez-le grandir en paix, loin de vos jeux psychologiques. » Thomas s'approcha de la fenêtre et regarda la rue en contrebas. « Vous ne comprenez pas, » dit-il. « Amélie est une femme, compliquée. Elle a fait des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Comme quoi? Elle frappait Lucas quand il pleurait, mentit Thomas. Il y a eu des fois où je rentrais et trouvais le garçon avec des bleus. Nicolas eut envie de frapper Thomas, mais se contrôla. « Vous mentez, » dit-il. « J'essaie de vous protéger, » affirma Thomas. « Elle vous utilise, comme elle a utilisé d'autres hommes. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle vous abandonne, vous aussi. »« Assez, » dit Nicolas en se levant. « Quittez mon entreprise. Je ne partirai pas sans ma femme et mon fils, » déclara Thomas. « Alors il faudra appeler la police, » répondit Nicolas en ouvrant la porte. Thomas passa devant lui, furieux, mais avant de partir, il se retourna une dernière fois.
Ça ne s'arrêtera pas là, dit-il. Amélie reviendra vers moi et vous regretterez de vous être mêlé de ce qui ne vous regardait pas. Après le départ de Thomas, Nicolas resta quelques minutes dans la pièce, essayant de se calmer. Les mensonges que cet homme avait racontés sur Amélie le révoltaient profondément. Amélie rangeait des dossiers lorsque Nicolas entra dans la pièce où elle travaillait. « Il est venu ici, » dit Nicolas. « Je sais, » répondit-elle sans lever les yeux des papiers. « Plusieurs personnes me l'ont dit. Il a dit des choses terribles sur toi. »« J'imagine, » dit Amélie calmement. « Thomas a toujours été très inventif pour mentir. »« Comment peux-tu rester si calme ?» demanda Nicolas. « Parce que je sais que ce sont des mensonges, » répondit-elle. « Et parce que je sais que tu n'y crois pas. »« Bien sûr que je n'y crois pas. »« Alors pourquoi es-tu inquiet ?» Nicolas s'assit sur la chaise face à son bureau. « Parce que j'ai peur qu'il trouve un moyen de te faire du mal. »« Il a déjà tout essayé, » dit Amélie. « La seule chose qui pourrait me blesser maintenant, c'est que tu cesses de me faire confiance. »« Ça n'arrivera jamais, » dit Nicolas. « Tu en es sûr ?» demanda-t-elle, le regardant enfin dans les yeux. « Parce que Thomas est très convaincant quand il le veut. Il a réussi à faire croire à toute une ville que j'étais une mère violente. »« Je ne suis pas une ville entière, » dit Nicolas. « Je suis quelqu'un qui te connaît vraiment. » Amélie sentit son cœur s'emballer à ces mots. Ces derniers jours, elle avait réalisé que ses sentiments pour Nicolas avaient changé. Ce n'était plus seulement de la gratitude ou de la dépendance. C'était quelque chose de bien plus profond et effrayant. « Nicolas, dit-elle en hésitant. « Quoi ? Rien, dit-elle, perdant courage. Laisse tomber. » Ce soir-là, Amélie donnait le bain à Lucas quand on frappa à la porte de l'appartement. Elle regarda par le judas et vit une femme inconnue, bien habillée, d'une 60aine d'années. « Qui est là ?» demanda Amélie à travers la porte. « Je suis Val-Denise Dubois, répondit la femme, la grand-mère de Lucas. » Le sang d'Amélie se glaça. Madame Moreau, la belle-mère qui avait aidé Thomas à répandre des mensonges sur elle, était là, devant sa porte. « Que voulez-vous » demanda Amélie sans ouvrir. « Je veux parler de mon petit-fils, » dit Val-Denise. « Puis-je entrer ?»« Non. »« Amélie, je sais que tu as des raisons de me haïr, » dit Val-Denise, « mais je dois te parler. »« Vous avez aidé votre fils à détruire ma vie, » dit Amélie. « Nous n'avons rien à nous dire. »« J'ai eu tort, » admit Val-Denise, ce qui surprit Amélie. Complètement tort. La sincérité dans sa voix fit hésiter Amélie. Après quelques secondes, elle ouvrit la porte mais resta sur le seuil. « Parlez vite, dit-elle. »« Puis-je entrer ?» demanda Val-Denise. « C'est à propos de Lucas. » À contre-cœur, Amélie ouvrit complètement la porte et laissa entrer sa belle-mère. Val-Denise regarda autour de l'appartement modeste mais bien rangé. « Où est mon petit-fils » demanda-t-elle. « Il prend son bain, répondit Amélie, mais vous ne le verrez pas. »« S'il te plaît, Amélie, dit Val-Denise, je sais que j'ai commis de terribles erreurs. Je sais que j'ai cru aux mensonges de Thomas quand j'aurais dû te croire. Et maintenant, vous voulez vous racheter » demanda Amélie avec sarcasme. « Je veux connaître mon petit-fils, dit Val-Denise, et je veux te demander pardon pour tout ce que j'ai fait. »« C'est bien commode, dit Amélie, juste au moment où Thomas essaie de me convaincre de revenir avec lui. »« Je ne viens pas à la demande de Thomas, dit Val-Denise. En fait, il ne sait même pas que je suis ici. Pourquoi devrais-je vous croire ?» Val-Denise soupira profondément avant de répondre. « Parce que j'ai découvert la vérité sur mon fils. J'ai découvert quel genre d'homme il est vraiment. » Amélie croisa les bras, attendant une explication. « Thomas sort avec une fille de 19 ans, raconta Val-Denise, et il la traite exactement comme il te traitait. Il l'isole de ses amis, contrôle chacun de ses mouvements, fait du chantage affectif. Et c'est ça qui vous a ouvert les yeux ? » ?»« Ça et d'autres choses, » admit Val-Denise. « J'ai trouvé un vieux journal de la fille chez lui. Elle écrit qu'elle a peur de lui, qu'il la menace quand elle essaie de partir. » Amélie frissonna. C'était exactement ce qu'elle avait vécu avec Thomas. « Pourquoi me dites-vous ça ?» demanda-t-elle. « Parce que j'ai réalisé que si mon fils fait ça avec une petite amie de quelques mois, imagine ce qu'il t'a fait pendant 3 ans de mariage, » dit Madame Moreau. « Et parce que j'ai compris que toutes ces histoires qu'il racontait sur toi étaient des mensonges. » Lucas s'est mis à pleurer dans la salle de bain et Amélie est allée le chercher. Quand elle est revenue avec le bébé dans les bras, Madame Moreau avait les larmes aux yeux. « Il ressemble tellement à Thomas quand il était petit, » dit-elle émue. « C'est comme ça que commençaient tes visites avant, » dit Amélie. « Tu disais à quel point Lucas ressemblait à son père,
pour ensuite commencer à me critiquer. Cette fois, c'est différent, insista Madame Moreau. Cette fois, je suis là pour m'excuser et pour te prévenir des projets de Thomas. Quel projet? Il prépare une procédure pour te retirer Lucas, révéla Madame Moreau. Il a engagé des avocats coûteux et invente de nouvelles preuves. Quel genre de preuves? Des photos de toi travaillant tard, comme si c'était de la négligence de laisser l'enfant seul. Des témoignages de gens disant que tu habites dans le même immeuble qu'un homme célibataire. Tout ce qui pourrait te faire passer pour une mère inadaptée. Amélie sentit le monde s'écrouler. Même loin de Lyon, Thomas trouvait encore des moyens de hanter sa vie. « Pourquoi me dis-tu ça ?» demanda-t-elle à nouveau. « Parce que tu es une bonne mère, » répondit Madame Moreau. « Et parce que Lucas mérite de rester avec celle qui l'aime vraiment. »« Vous ne me connaissez pas, » dit Amélie. « Comment pouvez-vous être sûr que je suis une bonne mère ?»« Parce que je le vois, » répondit Madame Moreau, regardant autour de l'appartement. « Un endroit propre, rangé, rempli de jouets. Et parce que je vois un bébé en bonne santé, bien soigné, qui sourit quand il regarde sa mère. » Lucas souriait effectivement à Amélie, gazouillant joyeusement tandis qu'elle le tenait. « Il n'a jamais souri comme ça avec Thomas, » poursuivit Madame Moreau. « En fait, il avait toujours l'air tendu quand son père était là. »« Et maintenant ?» demanda Amélie. « Que faire de ces informations ?»« Maintenant, tu te prépares, » dit Madame Moreau. « Tu trouves de bons avocats, tu rassembles des preuves que tu es une bonne mère et tu te bats pour ton fils. »« Avec quel argent ?» demanda Amélie. « J'arrive à peine à payer ses couches. Ce Nicolas pour qui tu travailles, » dit Madame Moreau. « Il ne pourrait pas t'aider ?»« Je ne peux pas lui demander ça, » répondit Amélie. « Il a déjà tant fait pour nous. »« Alors emprunte, » suggéra Madame Moreau. « Ou accepte comme un investissement pour l'avenir de Lucas. » Après le départ de Madame Moreau, Amélie resta éveillée toute la nuit repensant à tout ce qu'elle avait entendu. Thomas se préparait à une guerre judiciaire et elle n'avait pas les moyens de se battre. Le lendemain matin, elle arriva au travail plus tendue que d'habitude. Nicolas remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Quelque chose s'est passé ?» demanda-t-il. Amélie lui raconta la visite de Madame Moreau et les projets de Thomas. Nicolas écouta tout en silence, son visage devenant de plus en plus grave. « Il n'y arrivera pas, » dit Nicolas quand elle eut terminé. « Comment peux-tu en être sûr ?»« Parce que nous serons préparés, » dit-il. « Je vais appeler mon avocat aujourd'hui même. »« Nicolas, je ne peux pas payer un avocat coûteux, » dit Amélie. « Qui a dit que tu paierais ?» répondit-il. « Je ne peux pas accepter ça. »« Pourquoi pas ?»« Parce que j'ai déjà trop accepté ton aide, » dit-elle. « Un jour, tu vas te lasser de m'aider. » Nicolas s'arrêta net et la regarda droit dans les yeux. « Amélie, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. »« Pourquoi est-ce si difficile pour toi de croire que quelqu'un puisse vouloir t'aider sans rien attendre en retour ?» La question prit Amélie au dépourvu. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais ne trouva pas les mots. « C'est parce que personne ne l'a jamais fait pour toi avant ?» continua Nicolas. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Peut-être. »« Alors il est temps d'apprendre, » dit-il. « Certaines personnes aident parce que c'est la bonne chose à faire, d'autres aident parce qu'elles tiennent vraiment à toi. Et quelques-unes aident parce qu'elles ont trouvé quelque chose de spécial qui mérite d'être protégé. Et moi ?» demanda Amélie. « Dans quelle catégorie est-ce que je me situe ?» Nicolas hésita un moment, comme s'il décidait quelle part de vérité il devait révéler. « Tu as commencé dans la première catégorie, » dit-il finalement. « Mais depuis longtemps, tu es dans la troisième. » Le cœur d'Amélie s'emballa. Il y avait quelque chose dans ces mots qui ressemblait à une confession, une déclaration. Elle n'était pas sûre, mais elle savait que quelque chose avait changé entre eux à cet instant. « Nicolas, » commença-t-elle. « Tu n'as rien besoin de dire, » l'interrompit-il. « Tu dois juste accepter de l'aide pour te battre pour Lucas. »« D'accord, » dit-elle enfin, « mais à une condition. »« Laquelle ? Si nous gagnons le procès, je te rembourserai chaque centime, » dit-elle. « Et si nous ne gagnons pas ? » « Nous gagnerons, » affirma Amélie avec détermination. « Nous devons gagner. » L'avocat de Nicolas, maître Philippe Dupont, était un homme expérimenté dans les affaires de garde. Lorsqu'Amélie lui raconta son histoire, il l'écouta attentivement, posant des questions précises sur sa relation avec Thomas. « Qu'est-ce qu'il allègue pour justifier la garde ?» demanda maître Philippe. « Que je suis une mère négligente, » répondit Amélie. « Que je laisse Lucas seul pour travailler. Que j'ai une relation immorale avec mon patron. » « Et ces preuves ?»
Des photos, des témoignages de personnes qu'il a convaincues de mentir, dit Amélie. Et vos preuves? Demanda l'avocat. Amélie regarda Nicolas, désemparée. Je n'ai pas de preuves, avoua-t-elle. Seulement mon amour pour Lucas. Cela ne suffit pas pour un tribunal, dit maître Philippe. Nous avons besoin de plus. Comme quoi? Demanda Nicolas. Des certificats médicaux prouvant que l'enfant est en bonne santé et bien soigné. Des témoignages de personnes qui les côtoient quotidiennement. Des preuves que le père a un comportement inapproprié. Pour cette dernière partie, dit Amélie, l'ex-belle-mère peut aider. Elle a dit avoir un journal de la petite amie actuelle de Thomas avec des récits d'abus psychologiques. Ce serait très utile, dit maître Philippe, mais il faut l'obtenir légalement. Et si elle le remet volontairement? Demanda Nicolas. Alors ce serait valable, confirma l'avocat. Amélie appela Madame Moreau ce même après-midi. J'ai besoin de ce journal dont vous avez parlé, dit-elle directement. Je m'attendais à cet appel, répondit Madame Moreau. Je peux l'apporter demain. Vous êtes sûr? Demanda Amélie. Cela pourrait créer des problèmes avec Thomas. Thomas a déjà créé assez de problèmes, dit Madame Moreau. Il est temps que quelqu'un l'arrête. Le lendemain, Madame Moreau arriva au bureau de Nicolas avec un dossier rempli de documents. Outre le journal de la petite amie actuelle de Thomas, elle avait apporté d'autres éléments. J'ai trouvé ça chez lui pendant qu'il était en voyage d'affaires, expliqua-t-elle. Il y a des plans détaillés sur comment il allait détruire la réputation d'Amélie, des enregistrements modifiés de conversation, même une liste de personnes qu'il comptait soudoyer pour témoigner contre elle. Maître Philippe examina les documents avec un intérêt croissant. « C'est de l'or, dit-il. Avec ces preuves, nous pouvons non seulement garantir la garde à Amélie, mais aussi le poursuivre pour diffamation et manipulation de preuves. Je veux juste garder Lucas, dit Amélie. Je ne veux pas de vengeance. Parfois, protéger son enfant signifie empêcher son père de continuer à faire du mal aux autres, dit maître Philippe. Sa petite amie actuelle, demanda Amélie. Est-ce qu'elle sait pour ces documents? Non, répondit Madame Moreau, mais je sais qu'elle souffre. J'ai lu tout le journal et les choses que Thomas lui fait sont terribles. On peut l'aider aussi? Demanda Amélie. Si elle veut de l'aide, dit maître Philippe. Mais d'abord, nous allons régler votre affaire. Le procès fut ouvert la semaine suivante. Thomas arriva à Paris avec 2 avocats coûteux et un dossier plein de preuves contre Amélie. Mais lorsqu'il vit les documents présentés par maître Philippe, son visage devint blême. « D'où avez-vous sorti ça ?» demanda-t-il, reconnaissant ses propres plans. « Ça n'a pas d'importance, » répondit maître Philippe. « Ce qui compte, c'est que ce sont des documents authentiques, avec votre écriture et votre signature. » L'avocat de Thomas demanda une pause pour parler à son client. À leur retour, ils firent une proposition. « Mon client est prêt à renoncer à la garde en échange de ne pas voir ses preuves utilisées contre lui dans d'autres affaires, » déclara l'avocat. « Inacceptable, » rétorqua maître Philippe. « Votre client a tenté de manipuler la justice. Cela aura des conséquences. »« Alors que voulez-vous » demanda l'avocat de Thomas. « Premièrement, il renonce définitivement à tout droit sur Lucas, » dit maître Philippe. « Deuxièmement, il fait une déclaration publique à Lyon, admettant avoir menti sur Amélie. Troisièmement, il verse une pension pour l'enfant jusqu'à ses 18 ans. Et en échange ? En échange, nous ne porterons pas plainte contre lui pour falsification de preuves. » Thomas regarda Amélie avec rage dans les yeux. « Tu crois avoir gagné ?» lança-t-il. « Tu penses être heureuse avec ton patron millionnaire ?» « Nicolas n'a rien à voir là-dedans, » répondit Amélie. « Il s'agit de protéger notre fils de toi. »« Lucas est aussi mon fils, » répliqua Thomas. « Alors agis comme son père, » rétorqua Amélie. « Laisse-le vivre en paix. » Après 2 heures de négociation, Thomas accepta les termes. Il signerait l'abandon de la garde, ferait une déclaration publique et paierait la pension. En retour, il éviterait des poursuites pénales. « C'est fini, » dit maître Philippe à Amélie. « Lucas est officiellement seulement à toi. » Amélie sentit ses jambes flageoler. Après des mois de peur et d'incertitude, elle pouvait enfin respirer. « Merci, » dit-elle à Nicolas. « Pour tout. »« Pas besoin de me remercier, » répondit-il. « Tu aurais combattu même sans moi. »« Mais je n'aurais pas gagné, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, Amélie coucha Lucas dans son berceau et le regarda longuement. Enfin, il était en sécurité. Enfin, elle pouvait envisager l'avenir sans crainte.
Mais une chose la troublait encore. Ses sentiments pour Nicolas avaient dépassé la gratitude, mais elle ignorait s'il partageait cela. Et même si c'était le cas, était-ce juste de commencer une relation fondée sur tant de dépendance? Le lendemain, Amélie arriva au travail déterminée à parler franchement à Nicolas. Elle le trouva dans son bureau occupé à trier des documents. « Je peux te parler ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, toujours » répondit-il. « C'est à propos de nous » dit-elle directement. Nicolas interrompit ce qu'il faisait et la regarda. « Quoi, à propos de nous ?»« Je dois savoir s'il y a un « nous », avoua Amélie. « Parce que je ne peux plus prétendre que je ne ressens rien pour toi. » La confession prit Nicolas au dépourvu. Il avait passé des mois à tenter de démêler ses sentiments, à séparer la protection de l'amour. « Amélie, » commença-t-il. « Laisse-moi finir, » l'interrompit-elle. « Je sais que tu m'as aidé quand je n'avais personne. Je sais que je te suis reconnaissante. Mais je sais aussi que ce que j'éprouve va bien au-delà de la gratitude. »« Et qu'est-ce que tu ressens ?» demanda-t-il. « Je sens que tu m'as redonné espoir dans le bonheur, » dit-elle. « Quand je suis avec toi, le monde a un sens. Je sens que... » Elle hésita, cherchant ses mots. « Zita, je sens que je suis tombée amoureuse de toi, » finit-elle par dire. Nicolas resta silencieux quelques secondes, digérant cette révélation. « Et maintenant, j'ai besoin de savoir si tu ressens la même chose, » poursuivit Amélie, « ou si je ne suis qu'une œuvre de charité réussie. » « Tu n'as jamais été une œuvre de charité, » déclara Nicolas, en se levant pour s'approcher d'elle. « Dès le premier jour, tu as été bien plus que ça. »« Alors qu'est-ce que je suis ? Tu es celle qui m'a appris qu'on pouvait recommencer, » dit-il. « C'est toi qui m'as montré que je pouvais être heureux sans trahir la mémoire de Sophie. Et ça veut dire que... Cela signifie que je suis aussi tombé amoureux de toi, » dit Nicolas. « Et je lutte contre ce sentiment depuis des semaines parce que je ne savais pas si c'était juste. »« Juste envers qui ? » ?»« Envers toi, » répondit-il. « Parce que tu mérites quelqu'un qui puisse t'aimer complètement, sans fantôme du passé. »« Tout le monde a des fantômes, » dit Amélie. « J'ai les miens, tu as les tiens. La question est de savoir si nous allons les laisser entraver notre avenir. » Nicolas se rapprocha d'elle, jusqu'à n'être plus qu'à quelques centimètres. « Et si je te disais que je veux essayer ?» demanda-t-il. « Alors je te dirais que je veux aussi, » répondit-elle. « Même en sachant que ce sera compliqué, que les gens parleront, qu'ils diront que tu es avec moi par intérêt ? Laisse-les parler, » dit Amélie. « J'ai appris que l'opinion des autres ne paie pas mes factures, ni ne berce mon fils pour l'endormir. » Nicolas sourit, et pour la première fois depuis longtemps, son sourire était complètement sincère. « Alors on peut essayer doucement ?» demanda-t-il. « On peut essayer doucement, » acquiesça-t-elle. Leur premier baiser eut lieu là, dans le salon de Nicolas, au milieu de papiers éparpillés et d'ordinateurs allumés. Ce fut d'abord un baiser hésitant, comme s'ils se demandaient mutuellement la permission. Mais il devint rapidement plus profond, chargé de sentiments longtemps refoulés. Quand ils se séparèrent, Amélie avait les larmes aux yeux. « Pourquoi pleures-tu » demanda Nicolas inquiet. « Parce que pour la première fois depuis longtemps, je pleure de bonheur, » répondit-elle. Les mois suivants, Amélie et Nicolas construisirent leur relation avec patience et prudence. Elle continua à vivre dans son appartement séparé, mais ils dînaient désormais ensemble plusieurs fois par semaine. Lucas adorait Nicolas, qui montrait de plus en plus d'affection pour le bébé. « Il m'accepte comme si j'avais toujours fait partie de sa vie », remarqua Nicolas un jour, en regardant Lucas ramper dans le bureau. « Les bébés sentent quand quelqu'un les aime vraiment, » répondit Amélie. « Et toi ?» demanda Nicolas. « Tu sens quand quelqu'un t'aime vraiment ?»« J'apprends, » dit-elle en souriant. Leur relation suscita quelques commentaires dans l'entreprise, comme prévu. Emmanuelle Laurent fut l'une des plus virulentes dans ses critiques. « Elle l'a bien manipulée », commentait Emmanuelle. « D'abord, elle est arrivée avec son histoire de pauvre petite chose, puis elle l'a apprivoisée petit à petit. Mais d'autres employés avaient un avis différent. »« Je n'ai jamais vu le patron aussi heureux, » dit Antoine, l'un des managers. « Et c'est une bonne employée. Elle travaille plus que bien des hommes que je connais. » « Et sa façon de s'occuper du bébé, » commenta Nathalie de la réception. « On voit que c'est une mère dévouée. » 6 mois après le procès contre Thomas, Amélie reçut un appel inattendu. C'était la petite amie actuelle de Thomas, Chloé. « Vous êtes Amélie ?» demanda une voix jeune au bout du fil. « Oui, » répondit Amélie. « Qui parle ?»« Je suis Chloé, » dit la jeune femme. «
la petite amie de l'ex-petite amie de Thomas. Ah, dit Amélie, comprenant. Comment avez-vous eu mon numéro? Je l'ai pris dans son téléphone avant de rompre, admit Chloé. Je voulais vous parler. De quoi? De comment vous avez réussi à partir, dit Chloé. Parce que moi, ça fait des mois que j'essaie et je n'y arrive pas. Amélie sentit son cœur se serrer. Elle reconnaissait dans la voix de la jeune fille le même désespoir qu'elle avait ressenti. « Où êtes-vous en ce moment ?» demanda Amélie. « À Paris, » répondit Chloé. « J'ai fui Lyon hier, mais je ne sais pas quoi faire. »« Vous avez de l'argent? Un endroit où loger ?»« Je n'ai rien, » admit Chloé, « et j'ai peur qu'il me retrouve. » Amélie regarda Nicolas qui jouait avec Lucas sur le tapis. Il perçut le sérieux de la conversation et s'approcha. « Chloé, je vais vous donner une adresse, » dit Amélie. « Venez ici, nous parlerons en personne. »« Vous feriez ça pour moi ?» demanda Chloé, surprise. « Je le ferai, » confirma Amélie, « parce que je sais ce que vous traversez. » Quand Chloé arriva à l'appartement d'Amélie, c'était une jeune fille visiblement terrifiée. Trop maigre, avec des cernes profonds et une expression de quelqu'un qui avait beaucoup pleuré. « Merci de me recevoir, » dit-elle. « Je t'en prie, » répondit Amélie. « Tu veux quelque chose à manger? »« Je ne veux pas déranger. »« Tu ne déranges pas, » dit Amélie en préparant un sandwich. « Raconte-moi ce qui s'est passé. » Chloé raconta une histoire très similaire à celle d'Amélie. Thomas avait commencé comme le petit ami parfait, mais peu à peu il était devenu contrôlant, possessif et manipulateur. « Quand j'ai essayé de rompre, il m'a menacé, » confia Chloé. « Il a dit qu'il publierait des photos intimes de moi sur Internet si je quittais la maison. Et tu l'as cru? Il l'a déjà fait avec une autre petite amie avant moi, » dit Chloé. « Il m'a montré ses photos pour me menacer. » Amélie eut un mouvement de dégoût en pensant à Thomas. Il avait empiré depuis leur séparation. « Tu as signalé cela à quelqu'un? »« À qui ?» demanda Chloé. « Il connaît tout le monde à Lyon. La police, les avocats, les gens de la justice. Tout le monde le croit. Mais ici à Paris, c'est différent, » dit Amélie. « Comment ça? »« Ici, personne ne le connaît, » expliqua Amélie. « Et je connais un très bon avocat qui peut t'aider. » Amélie appela Maître Dupont et lui expliqua la situation. Il accepta de parler à Chloé le lendemain. « Je n'ai pas d'argent pour payer un avocat, » dit Chloé. « On trouvera une solution, » dit Amélie. « Pourquoi tu fais ça pour moi ?» demanda Chloé. « Tu ne me connais même pas. »« Parce que je sais ce que c'est que d'être dans ta situation, » répondit Amélie. « Et parce que j'ai appris qu'aider les autres, c'est parfois s'aider soi-même. » Nicolas arriva à l'appartement en fin d'après-midi et trouva Chloé endormie sur le canapé, épuisée. « Elle va rester ici ?» demanda-t-il à voix basse. « Pour l'instant, » répondit Amélie, « jusqu'à ce qu'on trouve une meilleure solution. »« D'accord, » dit Nicolas, « mais il lui faut quelques affaires de base, des vêtements, des produits d'hygiène. Tu veux bien t'en occuper ?»« Bien sûr, » répondit-il. « Et si elle veut, elle peut aussi travailler dans l'entreprise. On a besoin de quelqu'un aux ressources humaines. » Amélie regarda Nicolas avec admiration. Il était devenu le genre de personne à tendre la main sans hésiter. « Tu as beaucoup changé, » remarqua-t-elle. « J'ai appris d'une personne très spéciale, » répondit-il en l'embrassant doucement. L'affaire de Chloé fut réglée en quelques semaines. Grâce aux preuves qu'elle avait et au soutien de Maître Dupont, ils obtinrent une ordonnance restrictive contre Thomas et le poursuivirent pour menaces et extorsion. Il fut condamné à payer des dommages et interdiction d'approcher Chloé. « C'est fini, » dit Maître Dupont à Chloé. « Il ne peut plus te menacer. »« Et s'il ne respecte pas l'ordonnance ?» demanda-t-elle. « Dans ce cas, il ira en prison, » dit l'avocat. « Et cette fois, aucune influence ne le sauvera. » Chloé s'installa à Paris, travailla dans l'entreprise de Nicolas pendant quelques mois avant de trouver un meilleur emploi ailleurs. Mais elle garda contact avec Amélie, qui devint comme une grande sœur pour elle. « Tu m'as sauvé la vie, » dit Chloé un jour. « Tu as sauvé ta propre vie, » corrigea Amélie. « Je t'ai juste donné un petit coup de pouce. »« C'est comme ça que ça va toujours être ?» demanda Chloé. « Toi qui aides les autres à traverser ce que tu as vécu ?» Amélie réfléchit un instant. « Peut-être, » répondit-elle. « Si c'est le cas, ce ne serait pas une mauvaise vie. » 1 an après leur première rencontre à la gare, Nicolas surprit Amélie avec une proposition. Pas un mariage, mais quelque chose d'aussi important.
Je veux que tu sois mon associé, dit-il. Comment ça? Je veux que tu aies une part de l'entreprise, expliqua Nicolas. 40% des actions. Nicolas, je ne peux pas accepter, dit-elle choquée. Pourquoi pas? Parce que c'est ton entreprise, tu as tout construit. Et tu m'as aidé à lui donner un sens, dit-il. De plus, j'ai d'autres projets. Quels projets? Je veux transformer une partie de l'entreprise en une organisation qui aide les femmes en situation vulnérable, expliqua Nicolas. Un endroit où elles pourront trouver du travail, un soutien juridique et une chance de recommencer. Amélie le regarda comme si elle voyait un ange. « Tu ferais ça? » ?»« Nous ferions ça, » le corrigea-t-il. « Ensemble. » « Pourquoi? » « Parce que j'ai appris que le vrai bonheur vient du fait d'aider les autres à trouver le leur, » dit Nicolas. « Et parce que je sais que tu serais parfaite pour diriger ce projet. » « Lucas grandira en voyant sa mère aider les autres, » dit Amélie, pensive. « Et il apprendra que peu importe d'où l'on vient, on peut toujours choisir où l'on veut aller, » compléta Nicolas. Amélie accepta la proposition, et ensemble ils créèrent l'Institut Sophie et Lucas, en hommage à la défunte épouse de Nicolas et au fils d'Amélie. L'Institut offrait du travail, une formation professionnelle et un soutien psychologique aux femmes ayant subi des violences conjugales. « Pourquoi Sophie et Lucas ?» demanda Amélie lorsqu'ils choisissirent le nom. « Parce que Sophie a toujours rêvé d'aider les gens, » expliqua Nicolas. « Et parce que Lucas représente l'avenir que nous construisons. »« Et si Sophie savait ce que tu fais? Je pense qu'elle approuverait, » dit Nicolas. « Et je crois qu'elle serait heureuse de savoir que j'ai trouvé quelqu'un comme toi. »« Elle te manque toujours? »« Tous les jours, » avoua Nicolas. « Mais ce n'est plus une absence qui fait mal, c'est une absence qui me donne envie d'être meilleur. »« Et avec moi ?» demanda Amélie. « Tu te sens coupable d'être heureux avec moi ?»« Au début, oui, » confessa-t-il. « Mais j'ai compris que Sophie voudrait que je sois heureux, et j'ai réalisé que t'aimer ne diminue pas l'amour que j'ai eu pour elle. »« Le cœur n'est pas un espace limité, » dit Amélie. « Il s'agrandit pour accueillir tous les amours qui méritent d'y être. » 2 ans plus tard, Amélie et Nicolas se marièrent lors d'une cérémonie simple, avec peu d'invités. Lucas, alors âgé de 3 ans, fut le garçon d'honneur. Chloé fut la demoiselle d'honneur d'Amélie et Madame Moreau, devenue une grand-mère présente et affectueuse, aida à organiser la fête. « Je n'aurais jamais cru voir le jour où tu te remarierais, » dit Antoine, le directeur de l'entreprise, à Nicolas. « Moi non plus, » admit Nicolas. « Mais parfois la vie nous surprend. »« Et toi ?» demanda Nathalie à Amélie. « Tu imaginais que ce jour à la gare mènerait à tout ça? »« Non, » répondit Amélie. « Mais j'ai appris que parfois nos pires moments peuvent devenir les meilleurs. » Pendant la fête, Amélie s'éloigna quelques instants pour contempler tout ce qui s'était passé. 2 ans plus tôt, elle dormait dans une gare, sans perspective ni espoir. Maintenant, elle épousait l'homme qu'elle aimait, avait un fils heureux et en bonne santé, et dirigeait un projet aidant d'autres femmes. « À quoi penses-tu » demanda Nicolas en s'approchant. « Je pense à combien la vie est étrange, » répondit-elle. « Comment parfois il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte vraiment? L'amour, dit-elle simplement. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie. Le reste n'est que détail. » Lucas courut vers eux, le visage barbouillé de sucre et un grand sourire. « Maman, papa Nicolas, venez jouer !» cria-t-il. « Papa Nicolas ?» demanda Amélie, surprise. « C'est son idée, » dit Nicolas, ému. « Hier, il m'a demandé s'il pouvait m'appeler papa, puisque tu étais heureuse avec moi. »« Et qu'as-tu répondu ?»« Que ce serait le plus grand honneur de ma vie, » répondit Nicolas en prenant Lucas dans ses bras. 5 ans après le mariage, l'Institut Sophie et Lucas avaient aidé plus de 500 femmes à reconstruire leur vie. Amélie était devenue une référence sur le sujet, donnant des conférences et aidant d'autres villes à créer des projets similaires. « Madame Dubois, » dit une des bénéficiaires de l'Institut, « comment avez-vous réussi à pardonner toutes les personnes qui vous ont fait du mal ?» La question prit Amélie au dépourvu. Elle était en réunion avec des femmes qui venaient d'arriver à l'Institut. « Je ne sais pas si j'ai complètement pardonné, » répondit-elle avec sincérité. « Mais j'ai appris que garder rancune me faisait plus de mal qu'à ceux qui m'avaient été blessés. »« Mais comment avez-vous fait pour recommencer à faire confiance ?» demanda une autre femme. « Doucement, » dit Amélie. « Très doucement.
et avec beaucoup d'aide de personnes qui ont prouvé qu'elles méritaient ma confiance. Et si on n'arrive jamais à refaire confiance, alors vous n'avez pas encore trouvé les bonnes personnes, dit Amélie. Mais quand vous les trouverez, vous le saurez. Le cœur nous avertit quand ça vaut la peine d'essayer. Ce soir-là, Amélie rentra chez elle et trouva Nicolas en train d'aider Lucas à faire ses devoirs. Le garçon, maintenant âgé de 8 ans, apprenait à écrire de petites rédactions. « De quoi parle la rédaction ?» demanda Amélie. « De la famille, » répondit Lucas. « Je dois écrire sur ma famille. »« Et qu'as-tu écrit ?» Lucas lut à voix haute. « Ma famille est petite, mais très heureuse. J'ai une maman qui est la femme la plus courageuse du monde, un papa qui m'apprend à être gentil avec tout le monde, et une mamie qui fait le meilleur gâteau au chocolat de l'univers. J'ai aussi une tante Chloé qui habite loin, mais qui appelle toujours pour prendre de nos nouvelles. Ma maman dit que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui ont le même sang, mais aussi ceux qui choisissent de rester à nos côtés quand on en a besoin. Je choisis ma famille tous les jours, et eux aussi me choisissent. » Amélie sentit ses yeux se remplir de larmes. « C'est parfait, » dit-elle en serrant son fils dans ses bras. « Maman, je peux te poser une question ?» dit Lucas. « Bien sûr. Est-ce que tu regrettes quelque chose qui est arrivé dans notre vie ?» Amélie réfléchit à la question. Regrettait-elle la souffrance qu'elle avait endurée, la peur, l'insécurité, les nuits passées à la gare routière? « Non, » répondit-elle finalement, « parce que tout ce qui est arrivé nous a conduits ici. Et ici est exactement là où je veux être. Même les mauvais moments? Surtout les mauvais moments, dit-elle, parce qu'ils m'ont appris à apprécier les bons. » Ce soir-là, après que Lucas fut couché, Amélie et Nicolas parlèrent de l'avenir. Ils prévoyaient d'ouvrir une nouvelle antenne de l'Institut à Marseille, la ville où Amélie avait passé cette terrible nuit des années auparavant. « Tu es sûr de vouloir y retourner ?» demanda Nicolas. « Oui, » dit-elle. « Je veux faire de cette ville un endroit où d'autres femmes pourront trouver de l'aide au lieu du désespoir. Et si c'est trop difficile émotionnellement? Ça le sera, » admit Amélie. « Mais toutes les choses qui ont valu la peine dans ma vie ont été difficiles au début. Moi y compris, » plaisanta Nicolas. « Toi surtout, » rit-elle. « Tu as été le plus difficile de tous. Me faire tomber amoureuse de quelqu'un alors que j'avais juré de ne plus jamais faire confiance à personne. Et tu ne le regrettes pas? » « Jamais, » dit-elle en l'embrassant. « Pas une seule seconde. » 10 ans après cette première rencontre à la gare routière, Amélie donnait une conférence lors d'un événement sur les violences conjugales quand une femme dans l'assistance leva la main. « Docteur Dubois, » dit la femme, « pouvez-vous nous raconter comment tout a commencé? Comment en êtes-vous arrivé là ?» Amélie regarda l'assistance remplie de femmes en quête d'espoir et décida de raconter son histoire en entier pour la première fois en public. « Tout a commencé dans une gare routière à Paris, » dit-elle. « J'étais assise sur un banc, en pleurs, avec mon bébé de 6 mois dans les bras, sans savoir où aller. J'avais tout perdu. Maison, famille, espoir. Je croyais que ma vie était finie. » Elle fit une pause, regardant Nicolas et Lucas au premier rang. C'est alors qu'un homme s'est approché et m'a proposé son aide. Ma première réaction a été de me méfier, de refuser, de fuir. Après tout, j'avais appris que les hommes qui offrent leur aide veulent toujours quelque chose en retour. « Et lui, il voulait quelque chose ?» demanda quelqu'un dans l'assistance. « Oui, » dit Amélie, surprenant tout le monde. « Il voulait quelque chose en retour. Il voulait la chance d'être heureux à nouveau. Je voulais avoir la chance de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Je voulais trouver un but pour continuer à vivre. Et c'était une mauvaise chose? » « Non, » répondit Amélie. « C'était la plus belle chose qu'on m'ait jamais offerte. La possibilité de faire une différence dans la vie de l'autre. Comment avez-vous su que vous pouviez lui faire confiance? » « Je ne l'ai pas su, » admit Amélie. « Faire confiance était un acte de courage, pas de certitude. J'ai dû choisir entre la peur et l'espoir, et j'ai choisi l'espoir. Et si cela avait mal tourné? Alors j'aurais appris de mes erreurs, et j'aurais réessayé, » dit Amélie. Parce que l'alternative était de rester immobile pour toujours, et ce n'était pas une vie. Après la conférence, une jeune femme s'approcha d'Amélie. « Docteur, je suis dans une situation similaire à la vôtre, » dit-elle. « Mais je ne sais pas comment m'en sortir. La première étape est de croire que vous méritez mieux, » répondit Amélie. « La seconde est de demander de l'aide, et la troisième est d'accepter cette aide lorsqu'elle se présentera. Et si personne ne m'aide,
Quelqu'un vous aidera, assura Amélie. Ce ne sera peut-être pas comme vous l'attendez ou au moment où vous le souhaitez, mais quelqu'un viendra. Parce qu'il y a encore de bonnes personnes dans ce monde. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que je fais partie de ces personnes, dit Amélie en souriant. Et si je suis ici, c'est qu'il y en a d'autres comme moi. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire de dépassement et de nouveau départ. D'où nous suivez-vous? Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez-nous vos mots sincères dans les commentaires. Pensez-vous qu'Amélie a pris les bonnes décisions? Nous adorerions lire votre avis. Merci infiniment de nous avoir suivis. N'oubliez pas de laisser un like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes.